Lorsque je fais une conférence devant des parents, même devant des professionnels, il y a une question que je pose toujours, est-ce qu'il y a une addiction aux écrans? Très souvent, la majorité des gens qui sont dans la salle lèvent le doigt. Je dis, tu penses qu'il n'y en a pas? Quelques-uns lèvent un petit doigt timide. Et alors, j'aime bien citer cette phrase de Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'addiction aux écrans. Il n'y a pas d'addiction à la télévision, ça se saurait depuis longtemps. En revanche, il existe depuis 2018 une addiction aux jeux vidéo, qu'on appelle en anglais gaming disorder, game c'est le jeu, jeu vidéo, gaming disorder, et cette addiction aux jeux vidéo, c'est la deuxième addiction comportementale qui est décidée par l'OMS. La première addiction comportementale, c'était l'addiction aux jeux de hasard et d'argent. Alors, pourquoi cette addiction aux jeux vidéo qui arrive tout d'un coup, alors que jusque-là, on n'en avait jamais parlé? Il y a une raison importante à comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, les jeux vidéo se présentaient d'une certaine manière. Il faut pas oublier qu'il y a eu des périodes dans les jeux vidéo. Ceux qui ont un peu suivi les choses savent qu'au début, le jeu vidéo, on l'achetait sur des disquettes, c'était même pas encore des DVD, on mettait les disquettes dans l'ordinateur, puis on jouait tout seul dans son coin. Après, il y a eu des DVD, on jouait tout seul dans son coin. Puis après, il y a eu des jeux en réseau. On pouvait jouer tout seul dans son coin, on pouvait jouer en réseau. Maintenant, pratiquement tous les jeux se jouent en réseau. Or, les jeux qui se jouent en réseau sont plus, comme on dit, addictogènes. Ils contiennent un pouvoir plus grand de ne pas pouvoir s'en séparer, parce qu'on y retrouve des amis, des copains, on y discute de tas de choses, et donc du coup, l'emprise du jeu est beaucoup plus grande. Mais il s'est encore ajouté depuis quelques années un autre élément, c'est que certains jeux vidéo introduisent à l'intérieur même du jeu, à l'insu des joueurs, des stratégies connues pour favoriser l'addiction chez les joueurs de jeux de hasard et d'argent. Et donc, en fait, c'est aujourd'hui un énorme problème. Le fait que des jeux vidéo qui sont souvent accessibles aux enfants à partir de 12 ans, enfin, certains avant, enfin cela n'intègre pas des stratégies de jeux de hasard et d'argent, mais les jeux à partir de 12 ans qui intègrent des jeux de hasard, de stratégies de jeux de hasard et d'argent devraient, en toute logique, être interdits au moins de 18 ans, puisque les jeux de hasard et d'argent sont interdits au moins de 18 ans. Oui. Et donc, c'est cette liberté, finalement, que des industriels se sont donnés d'introduire à l'insu des joueurs des stratégies de jeux de hasard et d'argent dans les jeux vidéo, qui fait que l'OMS, je pense, a plutôt bien réagi en disant, mais il faut quand même mettre un coup d'arrêt. Mettre un coup d'arrêt. Et du coup, ce qui est important pour les parents, c'est de mieux connaître les jeux vidéo, de mieux, et puis aux industriels du jeu vidéo, de s'engager à ce que nous connaissions mieux aussi les jeux vidéo pour savoir ceux qui introduisent ces fameuses stratégies de jeux de hasard et d'argent, comment ils les introduisent, quels effets, quelles conséquences ces stratégies de jeux de hasard et d'argent peuvent avoir sur le joueur. Autrement dit, jusqu'à maintenant, on pouvait s'intéresser aux jeux vidéo seulement du point de vue des contenus du jeu. Maintenant, il faut s'intéresser aux jeux vidéo du point de vue de l'expérience joueur. C'est-à-dire qu'un joueur qui joue à un jeu va pouvoir être engagé dans des expériences différentes selon les stratégies de jeu, selon les stratégies introduites par les fabricants du jeu à l'intérieur même du jeu. Ça complique beaucoup, évidemment, la responsabilité des parents. Mais ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que si le temps de jeu est limité, si l'enfant est encouragé et accompagné dans ses résultats scolaires, si l'enfant trouve aussi la possibilité de parler de ses jeux, s'il découvre qu'il y a du temps pour jouer et du temps pour en parler, si l'enfant même est valorisé dans le fait d'accomplir certaines performances dans le jeu, eh ben, il aura moins tendance à se replier sur le jeu. Ça veut dire que, vous voyez, qu'il y ait addiction aux jeux vidéo ou qu'il n'y ait pas addiction aux jeux vidéo, pour les parents, ça ne change rien. Il faut accompagner l'enfant, le cadrer son temps, mais aussi l'accompagner en parlant avec lui de ce qu'il voit et fait dans ses jeux, et puis montrer qu'on en est curieux, même si on n'y joue pas soi-même, parce que si l'enfant a l'impression qu'on n'est pas curieux de ses jeux, il en déduit facilement qu'on méprise ses jeux, et s'il pense qu'on méprise ses jeux, il va penser qu'on le méprise lui-même. Et c'est là qu'à ce moment-là, il risque de se replier sur les outils numériques. Et une fois de plus, c'est les parents qui ont la clé des dérives adolescentes ou préadolescentes. Plus un enfant a la chance de bénéficier d'un environnement curieux sur ce qu'il fait, d'un environnement empathique, c'est-à-dire qu'il porte un regard
a priori positif, éventuellement négatif après coup. Hein. A priori positif. Pourquoi envisager négativement ce qu'on ne connaît pas? Envisageons plutôt positivement ce qu'on ne connaît pas, ça permet de mieux le connaître, et puis éventuellement après on rectifie son jugement. Donc si un enfant bénéficie d'un tel environnement, bon ben, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Mais le problème, c'est tous les enfants, évidemment, qui n'en bénéficient pas. Donc essayons chacun, dans notre propre famille, de faire en sorte que nos enfants en bénéficient.